Portugal se recentre aussi sur l'Europe. Et là, on voit très bien, la présidence portugaise aujourd'hui, elle est très forte. Ça a commencé, moi, j'ai connu Aníbal Cavaco Silva, qui était 2 fois Premier ministre, 2 fois président. Bon, on voit dans les années 86, là, on a ancré le Portugal sur l'Europe. On a en plus aujourd'hui un gouvernement qui est aussi bien le président que le Premier ministre sont régulièrement en France. Il y a des bonnes relations entre la France en plus et le Portugal. D'ailleurs, la saison croisée, c'est vraiment le symbole de cette saison croisée des présidences de l'Union européenne, qui va permettre aussi d'accélérer les coopérations à la fois culturelles, mais aussi économiques entre la France et le Portugal. Donc, on sent voilà, il y a un européanisme qui s'affirme et qui a besoin de s'affirmer aussi par rapport à cette mondialisation, par rapport à cette période aussi post-Covid. Et je pense qu'effectivement, le Covid nous oblige à nous recentrer un peu plus sur l'Europe que ce qui a été auparavant. Ouais. Voilà. Alors après, il y a difficulté aussi. C'est vrai que je viens d'y penser quand tu parlais. C'est vrai que Lisbonne était devenue aussi la force aussi d'attractivité du Portugal, c'est avoir organisé des grandes manifestations. On a d'ailleurs l'océan avec les Nations Unies cette année. Voilà, on voit très bien que la partie événementielle, c'est la question qui va se poser aussi, c'est qu'on est plus aujourd'hui sur des mixtes entre physique et digital. Comment ça va évoluer au CISCA? Est-ce qu'il y aura des répercussions aussi du coup sur le tourisme? C'est vrai que Lisbonne, je ne sais plus, on dit que c'est plus de 650 lignes, je crois, qui réunit Lisbonne. C'était devenu une sorte de… c'est un hub européen aussi. Voilà, et c'est pas pour rien aussi qu'il y a des boîtes aussi américaines qui décident pour attaquer l'Europe, qui décident aussi de s'implanter à Lisbonne et à Porto. Donc, il y a une attractivité. La question, il y aura forcément dans le monde post-Covid qu'on ne maîtrise pas tout des changements, mais quoi qu'il en soit, je pense que le Portugal est outillé justement pour y faire face. C'est vraiment, ça devient progressivement un pays plateforme. On s'aperçoit aussi par la croissance et la vitalité de la communauté brésilienne. Donc, historiquement, la communauté brésilienne, c'était simplement de la main-d'œuvre pas chère pour la restauration et pour les services, donc coiffeurs, etc., hôtellerie, des choses comme ça. Et maintenant, s'installent des entrepreneurs brésiliens, des startups brésiliennes qui initient. Les startups brésiliennes initient leur chemin vers l'Europe sur 2 capitales, donc Londres et Lisbonne. C'est aussi des familles de classe moyenne supérieure au Brésil qui ont été fortement touchées par l'effondrement du réal, qui viennent se protéger en Europe. Et donc, c'est vraiment ce qu'on peut voir, c'est qu'en une génération, les 20 et quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des différences générationnelles marquées. Donc, il y a des jeunes actuellement, il y a des trintas, quadras qui ont vraiment faim, qui ont compris qu'ils peuvent vivre à Lisbonne et vendre à Los Angeles, qui peuvent vivre à Lisbonne et puis prendre leur avion pour aller en Chine. 2, 3 petites curiosités, c'est que il y a un an en arrière, je ne sais pas si c'est encore valable, Sagres, la première ou deuxième bière portugaise, était la bière étrangère la plus consommée en Chine. C'est très étonnant, c'est assez méconnu. Mais effectivement, c'est fini par arriver. Donc, il y a des curiosités dans le pays. Et puis, dans la tech, OutSystem a renforcé ses levées de fonds il y a 2, 3 semaines et a levé quelque chose. Je ne suis plus obligé, mais enfin, on est plutôt dans la centaine de millions, quoi, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment ce que je sens, moi, dans un inconscient collectif qui a quand même beaucoup changé, une population qui a commencé à prendre plus de courage et plus de confiance. Donc, il y a une espèce de… Le pays a gagné l'euro il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait partie de tout ça. On a effectivement un secrétaire général de l'ONU. Bon, c'est pas le secrétaire général de l'ONU le plus charismatique et le plus présent, mais en tout cas, il y est bien. Il y est encore, en quelque sorte. Et puis l'ONU elle-même aussi en train de se renforcer. Voilà, je pense que le pays, à tous les niveaux, est en train de gagner une dimension peut-être tranquillement dans son coin, mais en tout cas, elle est en train de gagner une dimension différente. Et aujourd'hui, le Made in Portugal, à New York, quand j'y étais il y a 2, 3 ans en arrière, il y avait des vitrines complètes où c'était marqué Portugal, ce qui était impensable il y a 10 ans en arrière. C'était vraiment ici extrêmement provincial. Donc tout d'un coup, le pays commence à devenir un peu central. Alors, il ne sera jamais central, il y a des choses qui font que… Mais le pays devient un pôle d'attraction pour plein de raisons différentes. Et puis c'est un pays calme, consensuel, etc., etc., donc considéré comme sécuritaire. Et je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui ont au niveau mondial, qui ont de l'argent, qui viennent, qui considèrent le Portugal de plus en plus comme un pays refuge.
Voilà. Qualité de vie, pouvoir d'achat bien supérieur, par exemple à Barcelone ou Amsterdam qui est 40% meilleur. Voilà, évidemment, il y a plein de tout, la sécurité. Mais il y a un point qu'on n'a pas développé non plus, c'est la qualification aussi. Voilà, nous, on avait monté une délégation justement pour découvrir tous les écosystèmes digitaux de Lisbonne. La surprise de la délégation des Hauts-de-France, qui avait pas mal de décideurs économiques et politiques, c'était de dire, disons, on a des jeunes en plus qui sont polyglottes, qui maîtrisent plusieurs langues étrangères, qui sont mobiles, voilà, qui a beaucoup aussi en termes de qualification des bonnes écoles d'ingénieurs. On voit très bien, ils ont des écoles très ouvertes c'est que le monde économique. Nous, parfois en France, c'est un peu des milieux qui sont un peu trop fermés. D'ailleurs, dans la French Tech, on est obligé, la BPI est obligé de donner au SAT, justement, pour essayer de faire un peu plus de transfert technologique des universités vers les entreprises, parce qu'en France, on dit, ah, si j'ai trouvé quelque chose, il ne faut surtout pas quelqu'un qui fasse de l'argent dessus. Voilà, donc on sent que cette fluidité que parlait est un vrai atout, et cette qualification qui se poursuit. D'ailleurs, les Portugais ont des programmes, j'ai vu qu'ils avaient UpSkills et InCode 2030, qui aussi de beaucoup travailler sur l'égalité des chances et l'inclusion, et c'est de ramener aussi une partie de la population aussi vers les métiers du numérique. Donc, on voit que les mesures ne sont pas prêtes de s'arrêter pour avoir aussi des jeunes et chercher des gens pour les mettre sur les métiers d'avenir. Donc, ça, c'est une des forces aussi, je pense, du Portugal. Alors, on a un peu répondu à la dernière question qui était sur la culture du digital au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, en fait, ce qu'on sait, Bruno l'a souligné, il y a une qualité de formation. Le pays, dans les débuts des années 70, c'est un pays d'analphabètes. Et aujourd'hui, on a un pays qui a des taux justement de diplômement qui est effectivement euh, presque dans la moyenne européenne. Donc, et surtout, c'est un des pays qui fournit sur le taux, il y a une grosse, dans les matières scientifiques, il y a une grosse proportion d'ingénieurs. Donc, quand les personnes au Portugal suivent un cursus scientifique, le réflexe, c'est ingénieur. Et ça tombe bien, c'est actuellement là où il y a le plus de besoins. Donc, Bruno le soulignait tout à l'heure, il y a effectivement le Portugal apparaît avec une richesse à ce niveau-là, même si elle n'est pas suffisante. Donc, par exemple, l'école 42 va s'installer à Louvre, euh, à Lisbonne. Donc, ce qui continue à prouver d'ailleurs, justement cette capacité très flexible de prendre les bonnes idées qui viennent d'ailleurs, de les amener ici au Portugal. Et c'est pour toutes ces raisons-là que les pays étant affinitaires, il y a juste que l'Espagne au milieu, donc, avec lequel les deux voisins ibériques ont encore un peu de mal à mettre en place, justement, mais ils y arrivent sur un certain nombre de sujets essentiels, les énergies, sur l'eau, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a une vraie affinité entre France et Portugal à tous les niveaux. Simplon aussi, d'ailleurs. J'ai été approché par Simplon, le CEO, il n'y a pas longtemps, il y a 15 Ouais. jours, et Simplon souhaite s'implanter aussi au Portugal. Ouais. Évidemment, on sent qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un phénomène de mode, hein, il y a vraiment le Portugal, je pense, qui a réussi là à être identifié pour attirer je veux dire, des acteurs aussi bien de la formation autour du digital que des entrepreneurs, que des grosses entreprises aussi qui viennent mettre leur centre technique. Et le Portugal est vraiment, on le voit, l'exemple avec Auchan et notamment une start-up, je crois, qui est pas d'Inde, mais je ne sais plus quel pays. J'ai oublié, c'est pas grave. Et justement, ils lancent des robots pour les étagères de supermarchés, pour identifier les manques, les problèmes de prix et tout. Et on voit très bien que si ça marche là au Portugal, après on le développe un peu partout dans le monde. Donc c'est identifié aussi comme une plateforme de test et de retest. Et c'est ça qui fait aussi l'attractivité pour les grosses entreprises. On a Natexis aussi qu'on parle beaucoup. Donc on voit quand même qu'il y a des grosses boîtes qui font le choix de venir au Portugal. Il y a d'ailleurs curieusement un hub technologique qui est en train de naître aux Açores. Le Portugal a compris que justement c'était aussi un territoire important pour s'affirmer. D'ailleurs, un des éléments clés de la relation entre les États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, et le Portugal, c'est justement les Açores, c'est la maîtrise de l'Atlantique. Et actuellement, donc, le Portugal fait les bonnes choses, c'est-à-dire qu'il a développé des programmes d'appui aux Açores qui sont absolument super. Et qui permettent justement, qui sont en train d'attirer actuellement des gens très pointus qui vont faire de la R&D technologique. Donc aussi, c'est un élément au travers de bénéfices fiscaux, au travers aussi du style de vie,
au travers aussi de cette centralité, entre guillemets, aux Açores, excusez-moi, au travers de la centralité aux Açores qui se trouve exactement à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe. Donc, c'est un nouveau hub technologique est en train d'être lancé là-bas. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et pareil, c'est ce côté très souple et très malin. Les Portugais aujourd'hui s'entendent très bien avec les Français, ont noué des relations aussi très très fortes avec les Allemands. Et donc, une fois qu'on s'entend bien avec les Français, avec les Allemands, qu'on a quelques liaisons historiques avec les Anglais, qu'avec les Américains, on s'entend très bien aussi. Enfin, les Portugais s'entendent très très bien au titre Puis, de une sorte de l'Atlantique. Et en même temps, voilà, et en même temps, on a un accord, on a un accord de l'entrée libre-échange de. avec la Chine, l'Afrique aussi. Voilà, Voilà. voilà. Voilà, il ne faut Donc, pas oublier aussi la voilà. lusophonie qui est importante aussi et Ouais. des coopérations privilégiées du Portugal avec l'Afrique. D'ailleurs, même le ministère des Affaires étrangères françaises s'appuie aussi sur le Portugal pour les politiques africaines. Donc, c'est vrai que Voilà. aussi, Ouais. voilà, on n'en a pas parlé, mais pour des startups aussi, c'est le Portugal, c'est aussi un moyen d'essaimer avec les accords avec la Chine, voilà, avec plusieurs pays de la lusophonie. C'est une porte d'entrée intéressante aussi. Donc, il y a vraiment une diplomatie très intelligente, une diplomatie qui ne passe pas par l'affirmation, mais beaucoup plus par des valeurs justement d'entente, de séduction. La force du pays, c'est ça. C'est en gagnant son autoconfiance, le Portugal s'est aperçu qu'il dépendait des autres, et ça c'est très clair. Une des grandes stratégies du pays, c'est justement sa dette qui continue à être très importante. Donc, il dépend des autres, mais en même temps, ils ont compris qu'il fallait simplement attirer les autres. Il fallait, et donc, nécessairement, c'est un pays qui essaye maintenant de plus en plus de faire ce grand écart en s'entendant avec les Américains, Français et Allemands, ce qui n'est pas facile en Europe. Et avec les Chinois, c'est stratégique. Les Chinois ont pris vraiment des assets très importants pour le Portugal. Et donc, cette capacité, pareil, de flexibilité, de compréhension de l'autre, cette ouverture à l'autre, est un grand élément en faveur du Portugal. Quand on voit 2020, moi j'ai eu les chiffres hier à l'ambassade, le pays est quand même une baisse de son PIB, il me semble, de 8%. À comparer à la France, je pense que c'est un peu plus, où on est et surtout, même par rapport à l'Espagne, qui a fait plus moins 11. Enfin, j'ai l'impression, quelque part, j'ai plutôt le sentiment, effectivement, d'un pays qui devient un peu plus sûr de lui-même, qui croit beaucoup plus en ses ressources. Et l'économie, c'est avant tout pareil de l'humain, ce n'est pas que des flux financiers. C'est tout ça. Et qui, très habilement, avance sur différents, est capable d'avancer sur plein de champs à la fois et de générer de nouvelles opportunités. Tout à fait d'accord. Eh ben, Et je pense que c'est ça. Les Portugais, moi, quand j'ai connu, en tant que Français, j'avais un regard, je me dis, mais ils ont plein d'atouts, mais ils ne savent pas les valoriser. Et je pense qu'il y a une chape de plomb qui a un peu explosé. Voilà, et qu'aujourd'hui, ils ont pris confiance en eux. Et c'est un élément aussi moteur qui va aussi avec leur culture d'ouverture. Voilà, c'est un pays très ouvert, le Portugal. Je pense que nous, avec notre système un peu jacobin, on est peut-être certainement plus fermés qu'une culture de l'ouverture et de la fluidité qu'on retrouve au Portugal, qui est aussi un atout et qui correspond quelque part au monde des startups. Voilà, qui vivent en éponge, qui vivent en réseau. Et je pense que peut-être pour ça, si ce n'est aussi la qualité de vie, le soleil et l'ambiance qui est importante au Portugal, fait que, effectivement, c'est un pays qui est crédible au niveau européen pour l'investissement et le développement sans parler qu'on peut créer sa boîte en 1 heure au Portugal. Ça coûte 360 €. En 1 heure, ils ont fait beaucoup d'efforts aussi pour faciliter aussi les démarches administratives. Et ça, c'est un atout également. Voilà, et donc après, effectivement, ce n'est pas un pays en même temps autonome, donc il dépend vraiment des autres, et c'est ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que la relation France-Portugal, elle est à ce titre très importante pour les deux pays, parce qu'il y a des tas de qualités et des défauts français, mais aussi on a beaucoup de qualités en France. Donc, les défauts, c'est effectivement ce côté jacobin, parisien, centralisateur, contrôleur, qui est très fort effectivement en France, mais qui donne aussi une culture d'exigence. Et ça, c'est un des points, une culture de structure et d'organisation. Donc, il y a effectivement l'affinité franco-portugaise qui, elle, est très vieille, puisque la couronne portugaise a été lancée par un rejeton des Bourguignons, enfin des Bourgognes, il y a très longtemps, en arrière. Et bien, cette affinité, justement, elle va devenir, elle devient chaque jour un peu plus solide.
Mhm. Et c'est peut-être aussi la dimension du pays. Moi, je vois, alors je dis toujours, voilà, justement, avec la lusothèque, on essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur côté français, puis on voit ce qu'il y a de meilleur côté portugais. Moi, je dis, au Portugal, généralement, pour développer un écosystème, au Portugal, en région de France ou en France, pour développer un écosystème, on attend que les territoires montent un peu un écosystème. Après, si tout va bien, nous, chez nous, on a un incubateur BioRetech qui sème sur le territoire. Et après, on est dans une phase d'accélération. Au Portugal, il dit, tiens, moi, j'ai un enjeu stratégique, notamment sur la bouteille. Je prends 2 grandes entreprises, je prends 2 grandes administrations, je prends 2 startups et je crée mon accélérateur Boutech. Et je pense que voilà, et cette force de volontarisme et cette souplesse, ça, c'est une vraie qualité. Après, j'aimerais bien creuser, là, je ne suis pas assez compétent là-dessus, mais effectivement, il y a plein d'incubateurs aussi au niveau du Portugal. Est-ce que voilà, il n'y a pas besoin aussi à un moment donné de les mettre peut-être plus en réseau, essayer de prendre, de mutualiser comme nous on est en train de faire avec l'incubateur Baratech. Il y a certainement des choses à prendre aussi du côté français, notamment de la French Tech, qu'on peut apporter dans la vision du digital aussi au Portugal. Et c'est pour ça que cette relation, puisque c'est le sujet du débat, cette relation France-Portugal, elle peut être vraiment profitable des deux côtés, quoi.